poitrine et des bras pour déformer sa silhouette. Elle avait également pris soin de comprimer ses seins avec une bande de tissu et d'enfiler des bottes trop grandes pour que les soldats pensent avoir affaire à un homme quand ils la remarqueraient. Car être repéré n'était pas une simple éventualité. Cela faisait partie de son plan. Mais pas tout de suite. Elle observa le garde sans oser respirer, certaine qu'il l'avait aperçu. Mais au bout de quelques instants, l'homme cracha par-dessus les créneaux et dit quelque chose à son camarade avant de se remettre en marche. Les deux soldats éclatèrent de rire avec cette spontanéité coutumière des innombrables fumeries de la cité d'Ambre. Et comme si cette comparaison avait soudain réveillé la ville, les échos d'instruments de musique résonnèrent dans l'air du soir. Quelque part, une fête battait son plein. Les deux lances d'argent s'éloignèrent et disparurent dans la gueule béante de l'entrée d'une tour. Cheda se détendit enfin, mais son assurance commençait à s'émousser. Où étaient les autres rois ? Ils auraient déjà dû être là. La jeune fille mourait d'envie de renoncer à ce plan qu'elle jugeait de plus en plus téméraire et de regagner la maison des Vierges. Mais une telle occasion ne se représenterait pas. Elle avait pris sa décision des semaines plus tôt. Comment aurait-elle pu faire autrement ? C'était pratiquement un commandement des dieux, ou du moins des fileuses du destin. Lorsque le soleil se coucha et que l'air fraîchit, Cheda se demanda si elle n'avait pas trop attendu. Le roi Youssam avait-il fait une erreur en écrivant dans son journal ? Avait-elle mal lu la date dans son empressement ? Et puis, elle entendit des chevaux lancés au galop et tourna la tête vers la voie royale, la route pavée qui serpentait sur les pentes de Tauriat et desservait les 13 palais qui se dressaient sur la colline. Un grand chariot noir encadré par une garde d'honneur de 10 vierges du sabre à cheval émergea de la somptueuse résidence de Houssamétine, le roi des lames. Cheda sentit son ventre se nouer tandis que le véhicule gravissait les lacets. Elle ne le quittait pas des yeux, tel un archet se préparant à décocher une flèche. Elle glissa la main dans l'échancrure de son armure et sortit la petite boîte en forme de lame qu'elle portait en guise de pendentif. Elle l'ouvrit et en sortit un pétale d'Adishara bleu et blanc qu'elle déposa sous sa langue. À peine avait-elle fermé l'étui que son champ de perception commença à s'élargir. Elle eut l'impression que les pétales d'une rose fraîchement coupée se déployaient tandis que ses sens s'aiguisaient. Elle entendit les conversations de personnes qui attendaient l'arrivée des autres rois derrière les murailles de Marégal, des conversations inaudibles quelques instants plus tôt. Elle sentit des odeurs de viande rôtie, des saveurs d'ail et d'oignon, des pointes piquantes de citron, de coriandre et de sauge. Un frisson la parcourut. Son corps se tendit et se mit à vibrer. Elle mourait d'envie de s'en servir. Sa perception la plus subtile, et la plus dangereuse ce soir-là, était celle des champs en fleurs, les bosquets d'arbres tordus qui formaient un large cercle autour de Charakaï, le repère des Assyrim. Ils illuminaient son esprit comme des torches dans la nuit. Elle n'était encore qu'une enfant, quand sa mère avait commencé à lui faire absorber des fragments de pétales séchés les jours saints ou pendant les rites de passage. Et au fil du temps, un lien s'était établi entre elle et les Adishara. À cette époque, elle ignorait la véritable nature de ces arbres. Aujourd'hui, elle percevait les Assyrim assoupis et les terribles rêves qui les torturaient. Elle aurait pu les appeler, ils lui avaient accordé ce pouvoir, mais ce soir, leur présence n'était pas souhaitable. Comme les gardes du chemin de ronde, les Assyrim ne devaient pas savoir qu'elle était cachée au pied des remparts. Après tout, ils étaient les serviteurs du roi Chacal, et si celui-ci sentait la présence de la jeune fille, tout était perdu. Cheda avait donc veillé à s'éloigner mentalement de ces malheureuses créatures, à se faire évanescente, à se transformer en nuage de brume et à disparaître. Les claquements de sabots résonnèrent avec plus de force alors que le chariot et son escorte de vierges approchaient des portes de Marégal. La jeune fille les perdit de vue, et des grincements sourds montèrent dans l'air froid du crépuscule tandis que le pont-levis s'abaissait. Cheda leva les yeux et aperçut un garde solitaire sur les remparts ouest. L'homme était tourné vers le palais et il se tenait au garde-à-vous. « Sois bénie, Nalamae. » Elle courut jusqu'au pied de la paroi rocheuse aussi discrètement que possible, puis commença son ascension en suivant la trajectoire qu'elle avait calculée en attendant le coucher du soleil. Ses mouvements étaient fluides et elle progressait vite et sans bruit, le corps plaqué contre la pierre. Elle avait toujours été douée pour l'escalade, et grâce au pouvoir des pétales d'Adishara, elle atteignit le pied des remparts en moins de temps qu'il en faut à un homme pour soulager sa vessie. Elle ralentit et chercha de nouvelles prises pour ses mains et ses pieds. De l'autre côté de la muraille,